messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation sur la page Facebook de la radio Web TV Mosaïque. Notre thème d'aujourd'hui, quels sont les défis de demain après la crise du coronavirus? Je vais maintenant vous présenter chacun. Jacques Nafo, président de Medianet. Gabriel Banon, géopoliticien. Jean-Luc Martinet, industriel. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. L'écrivain français Michel Houellebecq, dans une interview donnée aux médias, récuse l'idée de l'avènement d'un monde nouveau après la crise du coronavirus. Alors voici ma question. Gabriel, vous commencez. Gabriel, commençons par vous. Pensez-vous, comme Houellebecq, que rien ne changera après cette crise? Je suis d'autant plus d'accord avec lui qu'avant même qu'il s'est prononcé, il y a eu une chronique où j'ai développé la nature humaine. Et l'homme, le coronavirus ne l'aura pas changé. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde pense que rien ne sera comme avant. C'est la phrase à la mode. Eh bien non, le jour d'après, dès que la peur aura disparu, eh ben, l'homme retourne à ses errements et nous aurons comme disent les Américains, business as usual. Bon, les plus optimistes quand même évoquent le retour de la solidarité, d'une trêve écologique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jacques? Moi, ce que je pense, c'est que on n'aura pas sûrement, contrairement à ce que dit Gabriel aujourd'hui et les autres, je pense qu'il y a des changements qui vont s'opérer, et notamment en ce qui concerne les nouveaux métiers. Je crois qu'on a découvert en fait que la technologie, notamment tout ce qui touche l'intelligence artificielle, tout ce qui touche notamment dans le cadre de la solidarité, a complètement changé. Et c'est vrai qu'on a vu l'avènement de plusieurs actions. Et je pense qu'il y aura on va avoir des changements. On ne veut pas avoir des changements. On ne va plus étudier de la même manière. Je le vois uniquement sur l'éducation. On s'est rendu compte que depuis des années, on a essayé d'introduire par exemple, personnellement, j'ai été parmi les premiers à instaurer ce qu'on appelle l'enseignement online. Et effectivement, les choses sont possibles de le faire. C'est une question de culture. Donc, je crois qu'on a, pour le Maroc, en tout état de cause, la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir un réseau fiable. Et puis, à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Moi, je pense qu'il y aura du changement. Merci, Jacques. Jean-Luc, je m'adresse donc à l'industriel que vous êtes. Certaines personnes s'inquiètent à juste titre de la hausse du chômage, de l'écroulement de plusieurs catégories socioprofessionnelles, la faillite de nombreuses entreprises. Partagez-vous ce point de vue très pessimiste? D'abord, avant de s'intéresser au jour de demain, il faut bien comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est, à mon sens, pas seulement un problème de virus, c'est un problème que nous sommes arrivés dans un cycle économique long de type matière qui vient marquer les changements profonds de notre société avec des fréquences de l'ordre de entre 50 et 100 ans. Et là, donc, c'est un changement profond qui arrive. Le coronavirus n'a été que le révélateur d'une situation qui préexistait. Les nouvelles technologies vont profondément modifier la société. Nous sommes passés, lorsque nous étions en l'an 1000, l'agriculture était primordiale. Au XVIIIe siècle, l'industrie devient primordiale. Au XXe siècle, les services deviennent primordiaux. Mais tous ces métiers seront demain automatisés. L'intelligence artificielle permettra d'utiliser beaucoup moins de personnes dans ces métiers. Alors, qu'est-ce que vont faire ceux qui ne pourront pas être assez habiles pour travailler dans les nouveaux métiers? Et qu'est-ce que seront les nouveaux métiers? Pour que la société continue de fonctionner, il faudra, bien sûr, inventer une nouvelle solidarité. Il faudra permettre à l'ensemble de vivre dignement, sans peut-être même avoir de travail. Donc, c'est vraiment une société très différente qui arrivera au XXIe siècle. Ouais, j'arrive. Oui, Alors,
vous êtes troublé par l'appel de Michael. Jean-Luc, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais ça, c'était déjà vrai avant le Covid. Je vous parle, cette crise, qu'est-ce qui va se passer avec la crise de façon imminente, à votre avis, après le déconfinement? Le Covid est un accélérateur de prise de conscience. Ça va nous permettre de tester de nouveaux modes de vie, par exemple le mode de vie confiné, le téléenseignement, comme le disait notre ami Jacques. Nous allons tester énormément de nouvelles choses durant cette période. Mais il y aura continuité, c'est-à-dire ce qui était préexistant, les tendances de fond qui étaient là avant le Covid, continueront de se développer un petit peu plus vite après le Covid. Mais il n'y aura rien de fondamentalement différent. Donc, Ce vous qui Gabriel. modifie les relations sociales au sein d'une société, c'est d'abord et avant tout les moyens de production. Donc, autant de l'agriculture, c'était certains moyens de production, autant de l'industrie, d'autres moyens de production. L'ordinateur, tel qu'il était, a permis de faire développer les services. Et maintenant, l'intelligence artificielle va nous faire entrer dans un nouveau monde. Alors, nous allons parler d'intelligence artificielle parce que je sais que Jacques Nafo est un féru et qu'il a il a beaucoup d'idées sur cette intelligence artificielle dont il faudrait peut-être même se méfier. Mais je voudrais d'abord revenir à Gabriel qui, lui, a vraiment le sentiment que le capitalisme ne va pas changer, la manière de gérer les avoirs ne changera pas immédiatement. Non, c'est pas ce que je dis. Ah, je vous écoute. Non, je dis qu'il ne va rien être changé tel que beaucoup annoncent. Et surtout, s'il y a des changements, ce n'est pas lié avec le coronavirus. Ce n'est pas vrai. Parlons de l'économie. La crise économique a commencé bien avant la crise sanitaire. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer les événements. En cela, je rejoins Jean-Luc. Mais la crise était là. Alors, l'évolution de la société n'est pas... Le coronavirus ne va pas faire une accélération. Il y a... L'évolution est commandée par les nouvelles technologies qui changent le monde du travail. Alors, je ne suis pas pessimiste comme Jean-Luc qui dit il va rester une partie qui ne travailleront pas et qui n'auront pas de travail. C'est faux. Ceux qui n'auront pas de travail aujourd'hui, momentanément, et qui ne pourront pas retrouver du travail, c'est ceux qui sont dans des techniques dépassées et qui ne sont pas en mesure d'acquérir les nouveaux réflexes. Mais les nouvelles générations qui arrivent vont être à l'intérieur de ce nouveau monde. Donc, il y aura une continuité dans l'évolution de la société. Alors, Jacques, vous qui avez formé les dernières générations au Maroc en école supérieure, l'ESG Casablanca, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles générations? Est-ce qu'elles sont à la hauteur du challenge? Je pense que nous avons une occasion unique. Il faut revenir un peu à ce que dit Gabriel. Je crois que par rapport à une réalité, on vit une réalité aujourd'hui complètement différente. Et on parle des nouveaux métiers, mais il y a des années qu'on parle des nouveaux métiers. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parle avant le Covid. Mais il n'en reste qu'aujourd'hui, on va assister à une accélération. Parce que si on ne s'adapte pas, on ne sait pas ce que va faire d'abord le Covid aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de pouvoir éteindre cette épidémie? Je ne le vois pas. Est-ce qu'il y a un vaccin? Je ne le vois pas. Comment on va vivre? Comment on va je dirais, se déplacer normalement? Comment on pourra faire? La vie va complètement changer dans les jours à venir. Il faut s'en rendre compte. Le confinement ne veut pas rester inactif. On ne va pas laisser les gens tout le temps chez eux. C'est impossible. Donc, il va falloir trouver un moyen déjà de vivre. Et je crois que c'est là qu'il faut qu'on pense maintenant à une réalité qui est là, qui nous défie. Et on ne peut pas. C'est à nous de nous adapter à ce Covid. Et quels moyens nous avons pour nous adapter à ça? Parce que sinon, on ne pourra pas vivre normalement.
ni économiquement, ni financièrement. Les gens vont descendre dans la rue si ça continue comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, les gens vivent sur quoi? Avec quoi? Et il faut constater qu'aujourd'hui, une grande partie de la population, elle va être marginalisée ou elle ne pourra pas vivre normalement. Donc, il va falloir trouver très vite des solutions Alors, dans les mois à venir. oui, le Maroc Et est, ces solutions, ce n'est pas une formation qu'on peut donner immédiatement. C'est impossible de donner une formation. Quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a des métiers qui vont complètement disparaître. Ça, on le sait, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais là, on est dans une conjoncture où on doit donner une réponse immédiatement, dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Si vous permettez, Jacques, au Maroc, par exemple, puisque vous parliez justement de la société marocaine, la question d'un nouveau modèle de développement se pose déjà. Est-ce que vous avez une idée sur ce nouveau modèle de développement? Ben, il faut d'abord, je dirais que dans le modèle du développement, il faut donner les moyens de pouvoir aujourd'hui aller au travail, aller à l'école, manger normalement, faire un certain nombre de courses. Tout ça, il faut déjà, là, il faut trouver les moyens. Et de quelle manière? Et c'est là toute la difficulté, tout le défi que nous avons demain. Jean-Luc, vous en pensez quoi? Et si on peut réellement adapter quel type d'industrie et quel type de service on va avoir. On parle de confinement, c'est bien. On parle Mais non, on ne parle pas de confinement maintenant, on parle du déconfinement. Mais pour parler du confinement ou déconfinement, aujourd'hui, on va pouvoir déjà dire comment on va être, tu vas faire aujourd'hui, Gabriel, comment déconfiner, comment, de quelle manière, avec quels moyens. Mais enfin, tous les pays, il y a même des pays qui n'ont pas confiné du tout. On a les pays scandinaves, on a la parle pas des Suède pays comme que nous sommes exemple. confinés. Nous n'avons pas les moyens, nous, des autres pays, de certains pays. En tout état de cause, au Maroc, il faut déjà qu'on prenne des décisions. La décision qui a été prise, heureusement que le Maroc a pris des décisions extraordinaires déjà. Là, on a très peu, en fait, par rapport à un certain nombre de pays, on a très peu de décès. C'est vrai, 170 à 180 décès aujourd'hui, c'est vrai, c'est beaucoup pour une population de certains pays, un truc comme ça, par rapport à certains pays. On l'a dit statistiquement, 77 mois par rapport à la France, par exemple. Mais le fait est que les choses vont complètement changer. On ne peut pas éviter tout ça. Oui, j'ai une question pour Jean-Luc, justement. Les activités de télétravail, les achats online, les services numériques, est-ce que vous pensez que tout cela prendra le relais, donc la place des modèles conventionnels, mais que ce sera opérationnel rapidement? Alors, tout à l'heure, vous m'avez demandé de m'exprimer sur le nouveau modèle de développement. Oui. Un Non. modèle de développement, ce n'est pas simplement quelque chose d'économique. C'est d'abord quelle est la finalité du développement. Absolument. Et ceci, ça relève d'options de valeurs morales, philosophiques, éventuellement religieuses, qu'il faut poser et réaffirmer. Et donc, moi, je ne pourrais répondre que sur l'aspect économique. Un modèle de développement, c'est pour moi favoriser l'écosystème dans lequel les entreprises vont pouvoir évoluer. Pour qu'une entreprise se développe, il faut que ce que j'appelle l'équation générale de la compétitivité soit favorable. Il faut que le coût et l'efficacité des facteurs de production soient favorables. Et si ce n'est pas le cas, alors le développement ou la production ira se faire dans un autre pays. L'équation n'est pas la même quand il s'agit d'une industrie d'un type ou quand il s'agit d'une industrie d'un autre type ou quand il s'agit de services. Mais globalement, pour chaque type d'activité, il y a une équation générale de la compétitivité. Nous avons signé les accords de libre-échange. Ils sont rentrés progressivement en application et à 100% en 2012. Et on voit que la signature de ces accords de libre-échange a conduit à ce que notre population active devienne inférieure à notre population inactive. Ce qui n'existe ni dans un vieux pays comme l'Europe, comme la France, ni en Corée du Sud, ça n'existe pas. Donc, visiblement,
notre industrialisation a été sacrifiée suite à ces accords de libre-échange. Et l'emploi, donc, n'a pas suivi. Notre nouveau modèle de développement doit d'abord se préoccuper d'emploi. Et pour que cet emploi se crée, il faut que les écosystèmes soient favorables. Il y aura un écosystème pour l'enseignement, il y aura un écosystème pour les services, un écosystème pour certains types d'industries. Mais il faut travailler les écosystèmes de chacun. Et ensuite, lorsqu'on signe un accord de libre-échange et qu'on a face à soi un géant qui a des capacités de production qui sont incomparables avec les nôtres, dont le prix de revient marginal est très très faible et qui peut vendre au coût marginal sur notre marché, évidemment, pour lui, c'est très simple de conquérir des parts de marché chez nous puisqu'il n'a pas de droit de douane. Et nous, notre industrie, n'est pas en mesure de lutter. Donc, lorsqu'on signe un accord de libre-échange, il faut dire oui, une égalité dans la relation. Mais égalité ne veut pas dire que l'on va supprimer les droits de douane des deux côtés. Puisque nous avons une petite économie, eh bien, il faut qu'elle soit protégée. Et on la déprotégera au fur et à mesure qu'elle grandira. Et donc, c'est pour ça que je suis en faveur d'une notion qui est l'égalité asymétrique. C'est-à-dire l'économie faible est momentanément protégée jusqu'à grandir et être en mesure de se développer et d'atteindre la capacité et l'efficacité de ses confrères étrangers. Voilà. Donc, vous m'avez demandé de me prononcer sur le modèle de développement. Je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est d'arriver à créer des écosystèmes où l'équation de compétitivité sera favorable à l'émergence d'entreprises. Gabriel, vous proposez? Oui, je trouve qu'on agite beaucoup de problèmes qui se mélangent et qui font que les propos vont devenir contradictoires. On parle des problèmes long terme et on parle de la réponse immédiate à la situation désastreuse des êtres, des hommes et des femmes au lendemain du confinement. Et les réponses sont différentes dans les deux cas. Bien sûr, aujourd'hui, et après je parlerai de ce qu'a abordé Jean-Luc, parce que je suis en contradiction avec lui sur des règles fondamentales. Il a raison sur l'exemple des accords de libre-échange qui ont été pris, mais il y a des règles fondamentales qu'il faut que je rappelle. Alors, pour revenir d'abord à la réponse immédiate, bien sûr que Jacques a raison, que le lendemain du déconfinement, eh ben, il va y avoir des millions de chômeurs et que le retour au travail à la vie normale ne va pas se faire du jour au lendemain. Par conséquent, il faut qu'on parle de l'intervention de l'État, des banques centrales, qui doit être massive, immédiate et dès demain. Parce que si on veut sauver le système d'une façon générale et qu'on remette la machine en marche, il faut d'un côté donner les possibilités aux consommateurs de consommer et les possibilités aux entreprises de surpasser la crise et pouvoir répondre à cette demande des consommateurs. Donc, il faudra augmenter d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs solutions, le pouvoir d'achat des consommateurs et aider surtout le tissu des petites et moyennes entreprises immédiatement pour éviter que beaucoup ne disparaissent, car ce qui fait le dynamisme d'une économie, c'est les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas les grosses affaires. Ce n'est pas vrai. Le plus gros employeur et le plus gros créateur d'emplois, c'est la petite et moyenne entreprise. Donc, il y a une réponse immédiate
qu'il Eh faudra ben, bravo, que les tu vois, tu y entreprises arrives. le prennent. À long Au terme, Maroc, c'est ça. alors Qu'est-ce que c'est une évolution qui ne dépend pas, qui n'est pas provoquée par le corona. C'est l'évolution qui est provoquée par les technologies. Dernier point, répondre à mon ami Jean-Luc. Oui, c'est vrai que les accords de libre-échange ont été déséquilibrés, mais ils étaient déséquilibrés à la base. Car quand on prend l'exemple, par exemple, de la Corée du Sud avec le Maroc, qui, il y a quelques décennies, était au même niveau, le problème, c'est que l'économie marocaine, l'industrie marocaine ont vécu dans une protection absolue pendant des décennies. Qu'est-ce que ça a fait, cette protection? Eh bien, on n'a pas innové, on n'a pas investi, l'outil a pris du retard. protégé Et par qui, alors, Gabriel? Protégé par qui? ben, il y avait des barrières douanières, ça Douanière, va il y avait pas, des il y barrières avait douanières, mais enfin bon. des D'accord. marchés captifs. Il y avait des marchés captifs. Alors, avant de signer des accords de libre-échange, c'est là où je rejoins Jean-Luc, il fallait d'abord mettre à niveau l'économie. Et on ne l'a pas fait. On a pensé que la concurrence allait obliger l'industrie à se mettre à niveau. Eh bien non, ça n'a pas provoqué d'investissement national sur l'outil de travail. Voilà ce que j'avais à dire en réponse à ce qu'a dit Jean-Luc. Jacques Nafo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à juste Daniel, je pense qu'on est en train de s'approcher de la réalité. Effectivement, ce que vient de dire Gabriel est important. Il faut vivre le lendemain. Alors, le lendemain, il va être fait de beaucoup de dispositifs qui soient étatiques sûrement, mais aussi que les industriels aussi travaillent très vite, pensent rapidement à des alternatives, et notamment l'emploi et pouvoir donner l'emploi aux gens. Donc il va falloir soit par les nouvelles technologies développer un certain nombre d'emplois qui vont permettre aux personnes de ne pas trop se déplacer dans les mois à venir, le télétravail, l'intensifier d'une certaine manière, de voir de quelle manière, rationaliser peut-être les choses. Et je crois que si on veut combattre aussi le problème du fléau du Covid, il va falloir trouver aussi très vite des parades. Parce que je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui je dirais, par le confinement. C'est vrai qu'on a réussi à endiguer un peu les choses, mais il va falloir trouver une façon, dès qu'on va être en déconfinement, il faut que trouver la parade pour qu'on ne soit pas encore réactivé ce Covid. Donc il faut faire attention. Ça veut dire vous vous sentez intensifier prêt? les tests, intensifier, je dirais, les contrôles et de mettre et d'isoler tous ceux qui sont porteurs et de Alors, ne pas hésiter à les mettre de côté par et de exemple, pouvoir à ce moment-là laisser les autres, effectivement ceux qui peuvent et qui ont la santé pour le faire, pouvoir reprendre les activités très vite. Et là, il a beaucoup d'imagination, que ce soit dans toutes les industries comme dans les services et autres. Comment redémarrer l'hôtellerie, comment redémarrer le tourisme, comment redémarrer la restauration, comment redémarrer les cafés. C'est ça auquel il faut qu'on s'y attache tout de suite. Parce que là, pour le moment, ben, je vois très mal qu'est-ce qu'on peut faire. On voit bien, très bien ce qui se passe en France et en Europe. Par ailleurs, bon, il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de contradictions. On le voit dans les débats qu'il y a. On ouvre les écoles, on n'ouvre pas les écoles. Est-ce qu'on fait un truc? Quelle distanciation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut trouver des moyens, qu'ils soient bien technologiques ou bien sociaux, de mettre en place des outils qui vont permettre à reprendre des activités. Et c'est ça qui va refaire, parce que sinon, le pouvoir d'achat des uns et des autres va s'écraser, va tomber d'une manière incroyable. Les gens n'auront même pas de quoi, je dirais très honnêtement, manger et dépenser. Donc, qu'est-ce qui fera que l'industrie va s'effondrer par elle-même? Donc, si le pouvoir d'achat n'est plus là, c'est l'industrie qui s'en va. Jacques, est-ce que je pose la question à vous tous, est-ce que vous pensez que les aides internationales vont être plus présentes sur les prochains mois? L'Union européenne notamment. Bon, je vais répondre sur ce qui est l'ONU et
et l'Union européenne. L'Union européenne, pour une fois, au travers de la Banque centrale et de Bruxelles, du Conseil de l'Union européenne, a décidé une intervention massive à injecter des milliards d'euros dans l'économie européenne. La question est de savoir est-ce que cette injection d'argent va se faire rapidement et surtout, le gros problème, est-ce que ces sommes qui vont effectivement être injectées dans la machine vont arriver là où ils doivent arriver? Est-ce qu'on ne va pas assister, comme on l'a vu Gabriel, dans tu parles la de l'Europe, crise? nous on parle déjà du Maroc. Non. Est-ce que nous allons... je parle de l'ensemble. Est-ce que nous allons des aides internationales plus que d'habitude, à votre avis? Mais il va y avoir des aides internationales. Et le système capitaliste libéral a besoin qu'on intervienne très vite si on veut le sauver. Sinon, il n'y aura plus de système du tout. Alors, non, il va y avoir la question, vous m'avez arrêté, la question, c'est de savoir si ces montants, car on a l'expérience de la précédente crise des subprimes, la majeure partie des montants énormes qui ont été jetés, mis à la disposition des banques, se sont retrouvés dans la spéculation boursière, mais pas dans l'économie réelle. Et c'est là on devrait en tirer un enseignement et veiller à ce que les aides aillent là où il faut qu'elles aillent. Jean-Luc? Alors, jusqu'à présent, les aides qui ont été mises en place par l'Europe vis-à-vis des entreprises, ce ne sont pas des dons ou des subventions. Il s'agit simplement de prêts, et de prêts qui doivent être remboursés dans le temps. Donc, un prêt, ce n'est jamais qu'un prêt. Mais les entreprises viennent de souffrir terriblement, certaines en restant arrêtées 2 mois, 3 mois, et en n'ayant aucun produit. Par contre, elles ont toujours les charges. Donc, il faut s'attendre qu'à cette fin d'année, les entreprises, même si leur trésorerie est satisfaisante, mais les comptes d'exploitation de ces entreprises seront très mauvais. Et jusqu'à présent, aucune mesure d'aide spécifique est venue en Europe dire comment on va aider à cette amélioration des comptes d'exploitation. Et donc, je suis assez inquiet et je ne suis pas certain que, si d'autres mesures ne sont pas mises en place, je ne suis pas certain que ça redémarrera facilement. Je crois qu'il y aura des entreprises qui n'arriveront pas à se redresser. Ensuite, je souligne qu'il y a certaines entreprises qui ont été les sacrifiées du Covid-19. Des entreprises qui, du jour au lendemain, ont reçu instruction de la part de l'État de s'arrêter. Et elles se sont arrêtées. Elles n'ont plus eu de produits. Alors même que d'autres entreprises, dans d'autres domaines, profitaient, on ne peut pas les critiquer, mais elles profitaient du Covid. Les ventes étaient plus importantes. La distribution fonctionnait mieux. La pharmacie marchait très bien. D'autres activités, l'agroalimentaire marchait très bien. Donc on voit bien que pour aider la société à solutionner ce problème du Covid, toutes les entreprises n'ont pas fait le même effort. Et je crois que là, il est important que l'État prenne conscience de ça et qu'il dise, bon, ces entreprises qui ont fait l'effort de participer au sauvetage sanitaire national, ces entreprises-là, par éthique, il faut quand même les aider. Et celles qui s'en sont bien tirées, bon, il ne faut pas les aider. Mais celles qui ont eu des soucis et des soucis spécifiques, il faut les aider plus que les autres. Oui, déjà, dans un premier temps, le ministère de la Culture au Maroc vient d'annoncer un fonds d'aide de 13 millions de dirhams pour soutenir les métiers de la culture, dont les maisons d'édition. Est-ce que vous pensez que tous les ministères doivent annoncer? Pardon. Sur ce point spécifique, 13 millions de dirhams, ce n'est qu'une subvention qui était déjà annoncée précédemment. Ce n'est pas, à ma connaissance, une nouvelle subvention. C'était en fait une dette qui avait été contractée. Qui avait été contactée l'année dernière, une promesse
et qui Et maintenant va se réaliser. Mais honoré. ce n'est pas quelque chose spécifique Covid. Mais il faut, si on prend la presse donc est imprimée et les publicités sont enregistrées sur l'imprimé. Lorsque la décision a été prise d'arrêter brutalement les imprimeries de presse, du jour au lendemain, à la minute même, les journaux n'ont plus eu de support papier. Et n'ayant plus de support papier, n'ont plus eu de recettes publicitaires. Donc, ils sont toujours présents sur le net. Il faut rémunérer les journalistes pour produire l'information. Mais de l'autre côté, du côté des produits, ils n'ont rien pour compenser ces charges. Donc, c'est vraiment une situation qui durera 3 mois, qui est vraiment une situation critique. Ce n'est pas un plan pour aider leur trésorerie qu'il faut. Ce n'est pas leur donner la subvention qu'ils devaient recevoir depuis de longs mois. C'est un plan spécifique Covid pour compenser cet effort que la presse a fait pour continuer d'informer l'ensemble des citoyens sans pour autant avoir les moyens de le faire. Et elle a financé tout ça. Donc là, je crois vraiment qu'il est éthique de les compenser, de même que les imprimeries qui n'ont pas pu imprimer, eh bien, il est éthique de les compenser pour cet effort. Tout à fait. Jacques, que pensez-vous, vous, je ne vous vois pas. Qu'en pensez-vous? Je suis là. Que pensez-vous justement de ces... Pensez-vous que chaque ministère devrait mettre la main à la poche pour pouvoir un peu aider dans son propre secteur? Ben, toutes les activités, c'est vrai ce que vient de dire Jean-Luc, toutes les activités n'ont pas eu le même traitement. En fait, certains s'en sortent très bien, que ce soit l'activité pharmaceutique ou toutes les autres activités qui ont pu servir à cause du coronavirus. C'est vrai que à côté de ça, beaucoup d'autres métiers sont malheureusement dans un état de faillite. Il faut le dire. Oui. 3 Surtout, mois et peut-être jusqu'à fin décembre de cette année, ça va être des catastrophes sans commune mesure avec ce qui s'est passé par les autres années. Et je pense qu'on va avoir des difficultés de plus en plus, que ce soit dans les métiers de service, dans le tourisme, dans la restauration, dans la presse. Tout ça, ce sont des métiers pour lesquels il va falloir réellement trouver des dispositifs, non seulement au niveau fiscal, ou que ce soit au niveau de la rémunération du personnel, parce que qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ces personnes? Comment on va faire pour le personnel aujourd'hui, que ce soit dans les métiers de service ou dans la restauration et tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces jeunes ou ces personnes qui travaillaient dans ces métiers-là? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les reconvertit éventuellement s'il le fallait? Mais pourquoi les reconvertir? Quel métier il faut pour leur donner peut-être un avenir rapide? Parce que bon, ils vont tenir combien de temps? Combien ça va tenir? Mais la restauration existera toujours, voyons. Mais la restauration, de quelle manière? Quelle manière? Il faut trouver une autre façon de restaurer les gens. La restauration, c'est pas dans l'air truc. Aujourd'hui, comment tu vas y aller dans un restaurant ou dans un bar? C'est fini. Tu ne peux pas y aller dans les mois à venir. On ne peut pas décider de tirer une conclusion sur une situation exceptionnelle. Ça ne va pas durer, une situation exceptionnelle qui peut durer encore 6 mois, 1 an. Comment tu fais pour tenir 1 an? Gabriel, c'est une question. Oui. Tu peux tenir, toi, ne pas payer tes loyers, ne pas payer ton électricité. Comment tu vas faire? Tu vas être à la rue? Non, je veux bien. Alors c'est là où demain matin, on te dit, monsieur, il n'y a plus de ressources, tu n'as plus de salaire, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est là où joue l'intervention étatique. Mais l'État ne peut pas résumer il ne peut y avoir qu'une intervention étatique, voyons. Mais que l'État mette des dispositifs, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire à ce jeune qui est garçon, qui sert dans un café, ou bien la personne qui est actuellement dans les services de l'hôtellerie, que ce soit une femme de ménage, que ce soit une personne au niveau des gouvernants. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces gens-là? Mais ces gens-là, on va les aider en activant le retour, en activant le retour aux activités de ces restaurants, de toutes ces activités. C'est pour ça que je parle, moi, des métiers qu'il faut leur donner, il faut leur une conversion rapide.
Mais Il faut leur donner la possibilité d'aller Alors, le faire. ces métiers existeront et toujours encore pour le moment. Mais dans qu'est-ce que tu veux? l'agriculture, il y a des possibilités nouvelles. Apparemment, le Maroc Oui, serait de retour voilà. Peut-être sur le remettre à marché. l'agriculture, peut-être remettre dans les industries, dans des industries qui marchent aujourd'hui, qui ont besoin de services. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? La restauration, que tu le veuilles ou non, ou le tourisme. Aujourd'hui, regarde le nombre d'avions qui sont arrêtés. Où sont les touristes? Qui c'est qui va venir Bien voyager sûr, aujourd'hui? mais on est d'accord que il y a une réponse à faire à la période actuelle, la période de crise. Alors, j'ai Mais une ça ne question. change pas Mais cette période de crise fondamentalement. reste. Ça ne va pas changer fondamentalement à partir de S'il vous plaît, Gabriel, 2021 le fonctionnement des restaurants. Gabriel, s'il vous plaît, sois pragmatique. on revient sur des choses plus concrètes. Donc, je vous disais, enfin, moi, c'est ce que je viens d'apprendre, je vous le soumets. Le Maroc serait donc de retour sur le marché africain. Sur le plan agricole, donc contre toute attente, la presse parle des exportations de produits agricoles qui ont vraiment repris sur le marché de l'Afrique de l'Ouest, surtout en Mauritanie. Est-ce que ce sont des pistes, vous voyez? Est-ce que ce sont des pistes pour les personnes qui sont sans emploi que l'on pourrait recruter pour essayer de Enfin, marcher? moi, je veux bien qu'on parle de l'activité agricole en Afrique, de l'agriculture marocaine. Mais l'agriculture marocaine, cette année, la campagne est ratée. Écoute, on a besoin aujourd'hui. Regarde, le Maroc est venu. Regarde, en l'espace de combien de temps? Même pas 2, 3 mois. Le Maroc est capable de fabriquer 7 millions de masques. Voilà une conversion qui s'est faite. Voilà des nouveaux métiers qui se sont faits vite, très vite. Et l'exportation maintenant de ces masques. On peut faire un tas de choses aujourd'hui par rapport au Covid. Mais Ça va durer encore. Gabriel, tu vas rester encore dans 6 mois à venir. Voyons, Je te garantis que d'ici la fin de l'année, on ne peut n'aura pas parler de conversion. Mais on ne peut pas parler de conversion. Ne me parlez pas d'économie internationale, ne me parlez pas de subventions européennes. Je m'en fous, moi. Je suis aujourd'hui, moi, face à une réalité. Moi, la réalité, Parce elle est que devant ma porte. l'économie internationale, ce n'est pas une réalité. Elle n'est pas dans 6 mois, dans un an, elle est là tous les jours. Tous les jours, il va falloir alimenter. Il y a des gens qui crèvent la faim. Partout dans le monde. Mais moi je parle, je suis d'accord. Je n'ai pas dit que c'est pas partout dans le monde, mais ça ne me rassure pas. Soyons constructifs. Nous parlons justement. Il faut trouver très vite des solutions et non pas rester comme ça dans l'abstrait. Les solutions. Moi, je suis un pragmatique. Quelles sont les solutions de création d'emplois que vous voyez? Ou bien est-ce que je rêve? Ou est-ce qu'il y a une possibilité? Bien sûr qu'il y a des solutions d'emploi qu'il faut trouver. Il y a des services qu'il va falloir inventer. Il y a des si vous permettez, nous n'avons pas réussi à créer assez d'emplois ces dernières années. Et donc, ce n'est pas comme ça d'un claquement. On en a détruit. Qu'on va réussir à en créer. Il faut vraiment travailler le nouveau modèle de développement et dans les 5-6 ans, on aura des résultats. Regarde ce qui se passe dans l'informel. Regarde ce qui se passe dans l'informel. Justement, dans le nouveau modèle de développement, c'est une des questions, c'est comment progressivement faire que l'écosystème de l'entreprise soit assez favorable pour que les entreprises de l'informel viennent rentrer dans le formel. C'est une des questions fondamentales à laquelle nous devons répondre. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais je voudrais parler d'autre chose. Finalement, mais avec des dispositifs pour eux spécifiques. Nous parlons tous du Covid-19. Mais ce Covid-19, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il fonctionne. On a vu une partie de son fonctionnement. On a vu lorsqu'il nous a attaqués, comment il nous a attaqués. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Et il y a d'éminents professeurs en médecine qui disent il va disparaître tout seul. Comme tout ce type de virus, à un moment donné, il finit par vieillir et il disparaît. Il y en a d'autres qui disent non, halte là, pas du tout. Il va peut-être disparaître, mais si nous ne prenons pas les justes mesures, il peut réapparaître. Donc, si nous voulons parler de déconfinement, il faut aussi répondre à cette question. Fondamentalement, comment peut agir ce Covid-19? Et si jamais c'était la thèse qu'il va disparaître de lui-même, alors il faudrait voir comment nous pouvons déconfiner et déconfiner le plus vite possible.
Mais malheureusement, si c'est la thèse qu'il peut réapparaître, alors là, je crois qu'il faudra rester dans une forme progressive de déconfinement. Oui, Mais alors. J'ose espérer qu'il va disparaître. C'est le pari de certains professeurs en médecine, c'est peut-être le pari de certains pays qui sont en train de prendre ces mesures. Voilà. Donc, pour nous, pas l'État. L'avis, Jean-Luc, c'est pas l'avis des scientifiques. Il ne faut pas compter sur notre État pour arriver à compenser tout le monde. Hein. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de se remettre au travail. Tout à fait. Tout à fait. Alors, d'abord, sur cette histoire de virus, je ne sais pas, les médecins sont divisés. Mais les scientifiques spécialisés des virus sont formels. Le coronavirus ne peut pas disparaître parce que son milieu naturel, c'est les animaux. Les animaux sont toujours là, les chauves-souris sont toujours là. Et ce virus existera. Il faut qu'on l'apprivoise, il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on trouve des vaccins. Mais le corona existera toujours. Ce n'est pas la même chose que les maladies qui, elles, sont transmises par l'homme, telles que la polio, la coqueluche, tout ce que vous voulez. Ça, on peut arriver à l'éradiquer. Voilà ce que disent les scientifiques. Il nous reste 4 minutes, messieurs. Alors, bien entendu, il faudra, comme on a appris des réflexes avec l'épidémie du sida, eh bien avec le corona, on va aussi apprendre des réflexes pour pouvoir se protéger au maximum. Alors moi, au moment de finir, je voudrais poser quelques questions à Gabriel, parce qu'il sait beaucoup de choses. Voilà. Cher Gabriel, combien il meurt de personnes par an au Maroc? Mais on a discuté de cela. Il meurt à peu près, naturel ou pas, il meurt 280 000 personnes par an. Et 600 000 par an en France. Comment en 2 mois il meurt de personnes? Il meurt 47 000 personnes en 2 mois. Et depuis que nous sommes confinés, et certainement grâce aux mesures qui ont été prises par le Maroc, nous avons réussi à restreindre à 170 morts. Mais 170 morts, ça représente 3,7% pour 1000 de nombre de morts générales. C'est une question, Gabriel. Est-ce que si on maintient trop ce confinement trop longtemps, est-ce qu'on aura les moyens de le tenir? Mais le fait de tenir le confinement, ça ne va pas nous créer plus de problèmes et plus de morts à terme que si on s'orientait vers un déconfinement? Donc, je crois qu'il est temps qu'on se remette au travail. Alors, parce que les entreprises sont exsangues. Les pays qui ont adopté le confinement ont massacré leur économie. Et les pays qui ont refusé le confinement ont gardé leur économie saine et n'ont pas eu plus de morts. Nous prenons la Scandinavie, nous prenons la Suède comme exemple. Non, la question réelle des morts, c'est la surmortalité. Quelle est la surmortalité provoquée par le coronavirus? Nous ne le saurons qu'à la fin de l'épidémie. Mais c'est ça le point important. Alors moi, s'il reste 2 minutes pour conclure, chacun... Bon, alors, je conclurai en dernier, si vous voulez, parce qu'il y a un point important que je voudrais soulever. Jacques, nous vous écoutons. Par rapport au coronavirus, je crois qu'il y a des dispositifs à prendre. On l'espère tous. C'est vrai que peut-être arriver effectivement à la même conclusion que ce qui s'est passé sur le virus du sida, où ils ont fini par le contenir d'une certaine manière, mais je ne sais pas. Je ne suis pas un scientifique de ce côté-là, je ne suis pas dans l'épidémiologie non plus, je ne peux pas répondre, mais l'espoir est peut-être de trouver effectivement quelque chose qui puisse, un antiviral ou qui puisse arrêter les problèmes de ce virus, au moins l'arrêter ou le contenir, peut-être dans le corps des personnes, mais en toute cause, il y a des dispositifs à prendre. Ça, je pense qu'on ne va pas y échapper.
On est obligé. Ce qu'il faut, c'est très vite essayer de mettre en place les outils qu'il faut pour qu'on redémarre d'une certaine manière l'industrie, que ce soit les services, que ce soit dans tous les domaines, et qu'on trouve effectivement la possibilité d'aider les gens à soit se reconvertir, soit trouver des solutions dans leur métier. Ça, c'est très important. Et il faut laisser l'imagination de chacun. Et je crois que chaque entreprise doit réfléchir à ce qu'elle doit faire et d'essayer de trouver des solutions pour redémarrer et de conserver un tissu industriel ou de conserver au moins son personnel. J'avais une question. J'ai une petite question pour chacun d'entre vous aussi pour conclure, avant que Gabriel conclue définitivement. Le premier jour de déconfinement, qu'est-ce que vous allez faire? Allons. Qui veut commencer Allô? Moi, je voudrais inviter les copains à prendre un verre et pouvoir surtout pas un couscous en face. Surtout pas un voilà. couscous. Vous, c'est ne sera pas d'accord. Un verre. Et alors, et vous, Jean-Luc? Je crois que c'est ça. C'est ce qui nous manque le plus, c'est de retrouver les amis, de retrouver la convivialité, et d'être isolé, c'est lourd et difficile. Donc, on a besoin quand même, en tant qu'humain, pour exister, d'être en contact avec l'autre. Et heureusement, il y a ces moyens qu'on utilise aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, cet autre nous fait exister. Et si on n'a plus de contact avec lui, alors on souffre. Et quelle que soit la qualité de l'environnement dans lequel on fait notre confinement, ce manque d'autrui, c'est quelque chose qui sera agréable de retrouver lorsque on sera déconfiné. Merci Jean-Luc. Jacques, que faites-vous? Moi, la première des choses, c'est bien sûr de retrouver mes amis et tout, mais surtout ma famille, d'aller les voir très vite. J'ai les élanguis, ça c'est clair. J'ai envie de revoir ma fille, les enfants. Ça, je pense que c'est la première des choses que j'aurais envie de faire, d'aller les embrasser, d'aller les voir, si c'est possible. Mais là, je ne sais pas encore. Ça me paraît un peu long et ça, c'est déjà long. Ça va faire 40 jours qu'on est enfermé ici. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je comprends et ça me manque beaucoup de ne pas me retrouver avec mes amis. Ça me manque de la mahia avec Gabriel, les petites sorties, les petites blagues. Et bon, on finira bien par trouver des solutions pour nous retrouver, mais j'espère très vite, très vite. Voilà ce que j'espère. Gabriel, vous voulez conclure en une minute? Oui, en une minute, même moins. Ma conclusion, elle correspond à ma nature de géopoliticien, c'est que nous regardons notre nombril, les Occidentaux. Nous regardons nos problèmes et nous disons, oh là là, notre économie a baissé, mon pouvoir d'achat va baisser, etc., etc., etc. Et on garde le nez sur le guidon et on ne regarde pas ce qui va arriver. Alors, ce qui va arriver, mes enfants, c'est qu'il y a une catastrophe qui se prépare en Afrique et que, à part le corona, il y a une famine qui commence et nous allons avoir quoi? L'égoïsme de l'Occident qui va être suicidaire parce qu'on n'a rien vu encore de la migration et nous allons être confrontés, si on n'y prend pas garde, si on n'aide pas l'Afrique, on va être confronté à une immigration que nous ne pourrons pas ni limiter ni contrôler. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus attentif à ce qui se passe dans les autres continents. Merci Gabriel. Merci à tous pour ce magnifique débat. Salut. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Bisous, bisous. Au revoir.